Bonjour à tous, nous sommes le 18 janvier 2026 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Si jamais vous ne l'avez pas vu hier soir, donc j'étais en direct sur TV ADP. J'ai mis sur ma chaîne Telegram personnelle et sur International Reporters le lien vers l'enregistrement du direct. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister, je vous encourage à aller le regarder. Je pense que ça sera intéressant pour vous. Il était sur le sujet de l'accord entre l'UE et le Mercosur. Je tiens d'ailleurs à remercier ceux de mes auditeurs réguliers qui étaient au taquet hier soir pour poser des questions en direct sur la chaîne YouTube de TV ADP. C'était vraiment super. Normalement, cette émission donc sera hebdomadaire tous les samedis soirs à 19h heure de Paris sur TV ADP. Cette émission donc s'appelle l'heure géopolitique, qui sera un peu plus axée sur justement les questions géopolitiques qui concernent mes auditeurs, on va dire, en tout cas européens. Pour pas dire juste français, parce qu'il n'y a pas que les Français, il y a aussi les Belges et tous les autres. Avant de commencer le site Rep à proprement parler, je rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valises de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, vous pouvez le faire soit via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, soit via la plateforme Hippoliink, via un don ponctuel du montant de votre choix ou l'achat d'une de nos photos. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. Si vous voulez être sûr de ne rien rater, abonnez-vous, c'est gratuit. On va passer bien entendu à ce qui vous intéresse le plus, à savoir la carte militaire. Alors, on va commencer dans une zone, toute nouvelle zone, qui est ici, en région de Soumy. Donc ça, c'est la région de Soumy. Soumy qui est ici. Mais là, on va commencer au nord de Soumy, plus exactement au nord de la ville russe de Rilsk, qui se trouve en région de Koursk, puisque l'armée russe a franchi la frontière ici et a pris le contrôle du village de Komarovka, ici. Donc il semble que l'armée russe a décidé d'agrandir la zone tampon en région Soumy, pas seulement ici, près de Yunakovka, mais aussi ici. Il faut dire que Rilsk est régulièrement bombardé, attaqué par l'armée ukrainienne. Donc je pense que le but, c'est de mettre l'artillerie ukrainienne et les drones ukrainiens à distance. Alors, si on descend... Alors, à Volchansk, il y a des petites avancées ici, vers Vilcha, ici, un peu à l'est de Liman, mais pour l'instant, c'est plus du lissage de la ligne de front qu'autre chose. Il n'y a pas de grandes avancées. Kupiansk, pour l'instant, on est plus ou moins sur un espèce de statu quo. Il y a toujours des tentatives de l'armée ukrainienne de progresser, mais ça se solde par des pertes énormes. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas s'affoler. Ici, comme vous vous souvenez, on avait pris ici Podoli. Donc là, je pense qu'à un moment, ça va se refermer. Et tous les soldats ukrainiens qui seront pris ici seront capturés ou éliminés. Et ça permettra de consolider ici la ligne de front au niveau de Kupiansk et de repousser ensuite l'armée ukrainienne. Donc, comme je l'ai dit, pour l'instant, on est dans une défense élastique, donc rien de bizarre pour l'instant. On continue dans cette lignée-là. Alors, ici, on a Slaviansk qui est là, Krasny Liman qui est ici. Alors, l'armée russe a fait des progrès ici. Donc là, c'est vers Sviatogorsk. Ici aussi, ils ont progressé un petit peu. Et alors, surtout, il y a eu des avancées un petit peu vers Ozeryo-Noye ici. Et surtout ici, la libération de Zakotnoye qui est là.
Voilà, donc toute cette zone-là, il y avait toute une grande zone là qui était encore une zone grise. Eh bien, c'est passé sous contrôle de l'armée russe. Voilà. Alors, là, entre Seversk et Chassov Yar, l'armée russe continue de progresser aussi, avec la libération de Privolier ici. Donc on est vraiment, si vous regardez un petit peu, voilà, on a Seversk qui est là, Chassov Yar ici, donc on est à peu près à mi-chemin. Alors, ensuite, si on continue de descendre, on arrive vers Konstantinovka. Konstantinovka, où on continue d'avancer. Vous voyez, ici, on a le réservoir de Klebanbouik. Toute la zone ici au nord a été prise sous contrôle de l'armée russe. Et on continue d'avancer ici, au sud-ouest de Konstantinovka. Donc là, toute la partie sud de Konstantinovka est déjà sous contrôle de l'armée russe. Et ici, on voit cette tête de pont qui est en train de s'élargir à l'est, vers Novodmitrovka. Donc ça avance. Tout ça avance. Ici, au niveau de Rodinskoye, on a eu une stabilisation, c'est-à-dire qu'il y a eu une tentative de percer des forces armées ukrainiennes ici dans la partie nord de Rodinskoye, et ils se sont fait repousser. Et donc ici, la ligne de front est revenue à ce qu'elle était. Donc l'entièreté de Rodinskoye est sous contrôle de l'armée russe. Hein. C'est ce que je vous ai dit, c'est de la défense élastique. Il ne faut pas s'affoler, c'est normal. Des progrès encore ici, au nord, et ici, là, vers l'est de Grishino. Donc là, l'armée russe est en train un peu de consolider ses positions, je pense, avant d'avancer pour prendre Grishino elle-même. Là, vous avez donc Pokrovsk, alias Krasnoarmeysk, qui est ici Mirnograd, alias Dimitrov. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer cette semaine-ci des réfugiés qui venaient de Dimitrov, qui m'ont rapporté tout un paquet d'horreurs en matière de crimes de guerre de l'armée ukrainienne. Je publierai la vidéo la semaine qui vient avec des sous-titres, mais voilà, préparez-vous, vous allez voir, c'est des choses assez édifiantes. Ici, pour l'instant, pas trop de mouvement en région de Dnipropetrovsk. Par contre, si on descend là, dans la partie Zaporozhye, région de Zaporozhye, l'armée russe a libéré Prilouki, ici, qui est au nord de Gouliaï-Polier. Hein, Gouliaï-Polier est là, voilà, donc Prilouki, ici, et a avancé encore un peu à l'ouest. Et elle a aussi libéré Yeleno-Konstantinovka, ici. Donc, continue d'avancer dans la zone autour de Gouliaï-Polier. D'ailleurs, Gouliaï-Polier, si vous voyez, on voit d'ailleurs le front continue d'avancer ici à l'ouest, vers Zali-Zichnoye, ici. Donc, je pense que ce sera la prochaine cible. Voilà. Alors, vers Orykhov. Vers Orykhov, on a une avancée ici. Donc là, on commence à avancer le long de cette route. Vous vous souvenez, on avait commencé à avancer ici aussi. Donc là, Orykhov, ça va commencer quand même gentiment à sentir le sapin. Surtout que à l'ouest, eh bien, l'armée russe a totalement libéré Primorskoye, ici. Ainsi que Novoboïkovskoye, ici. Et est entré dans Pavlovka ici. Donc ce que vous voyez qui est en train de se dessiner, c'est qu'en fait, donc vous avez Orykhov là, vous avez ici en gros vous avez toute la ligne des fortifications ukrainiennes qui ont été installées après la fameuse contre-offensive ratée de 2023. Donc Gouliaï-Polier est là, vous voyez ici on est en train de progresser vers le nord, ce qui va se passer ça va être bien sûr une prise en tenaille au nord, pour ne pas aller de front contre ces fortifications, mais les prendre par l'arrière. Vous pouvez le voir, après la prise de Primorskoye, l'armée russe est très près désormais de Zaporozhye, en à peine à moins d'une quinzaine de kilomètres.
du chef-lieu de la région. Donc là, ça avance. Donc là, ça s'est un petit peu ralenti en matière d'avancée militaire, mais il faut dire qu'on a eu des très grosses chutes de neige. Ce qui forcément gêne à la fois l'avancée des troupes, mais aussi l'envoi des drones. Or, les drones jouent maintenant un rôle majeur, donc quand ils ne peuvent pas voler, forcément, ça complique un peu les choses. Et puis surtout, la Russie s'est concentrée, on va dire ces 2 dernières semaines, sur des frappes massives sur les installations énergétiques ukrainiennes, principalement à Kiev, Kharkov, Dnipropetrovsk, mais aussi Odessa. Le but étant d'empêcher l'acheminement du matériel militaire sur la ligne de front par le rail, puisque c'est amené par des locomotives électriques. Et la deuxième raison est d'empêcher la production d'armements, la production de drones, tout ça consomme de l'électricité. Et donc en coupant l'électricité jusqu'à des niveaux critiques, la Russie empêche l'Ukraine de produire de nouvelles armes, tout simplement. C'est malheureux pour la population civile. Une grande partie déjà de la population de Kiev est en train de fuir littéralement la ville, puisque Kiev est maintenant quasiment totalement sans électricité. Enfin, les gens ont, je crois, 3 heures d'électricité par jour ou quelque chose comme ça. Forcément, le chauffage ne fonctionne pas. Les radiateurs et les conduites d'eau des immeubles qui n'avaient pas purgé l'eau des canalisations ont éclaté à cause du froid, ce qui promet de belles catastrophes. Donc, les gens qui le peuvent quittent la ville, tout simplement, pour partir à la campagne, se mettre dans les maisons des cousins, des grands-mères, etc., qui ont encore des vieux poêles à charbon qui, eux, n'ont pas besoin d'électricité pour fonctionner. Donc voilà la situation. C'est bien sûr terrible pour les civils, mais pour tous ceux qui sont en train de pleurer sur le sort des Kieviens et des Ukrainiens en général, j'aimerais demander où étaient ces gens-là quand les Ukrainiens ont, je le rappelle, en plein hiver, donc fin 2015, fait sauter les pylônes qui fournissaient l'électricité à la Crimée, pour punir les Criméens d'avoir choisi de rejoindre la Russie plutôt que de rester en Ukraine. Voilà, c'était aussi en hiver et les Criméens aussi se les sont gelés. Voilà, et à l'époque, tous ces gens-là étaient bien silencieux, et personne n'a moufté. Donc à un moment, il faut peut-être arrêter le 2 poids 2 mesures. J'estime que il n'y a que ceux qui, à l'époque, ont dénoncé ces faits, qui ont le droit aujourd'hui de l'ouvrir concernant la situation des Ukrainiens privés d'électricité. Malheureusement, ils ont voulu jouer, ils ont attaqué bon nombre d'infrastructures énergétiques russes. Je rappelle qu'ils avaient même tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Koursk. Ils ont même essayé d'attaquer la centrale nucléaire de Zaporojye qui est sous contrôle de l'armée russe. Donc si vous voulez, eux ça leur fait rien. Je dirais, ils se réjouissent quand les Russes sont dans le noir. Donc si vous voulez, à un moment, soit on pleure pour tout le monde, soit on pleure pour personne. Mais à un moment, faut arrêter le 2 poids 2 mesures bien hypocrite. Voilà. Je rappelle aussi que cette semaine, nous avons publié la première vidéo de la série Vivre en Russie concernant la ville de Kalouga. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous encourage à aller la regarder. Elle est sur notre chaîne Telegram, notre chaîne YouTube, sur Odyssée, sur Rumble et sur Contact. On a même publié sur Twitter, alias X. Donc vraiment, vous n'avez aucune excuse pour ne pas la voir. Et entre autres, tous ceux qui s'intéressent soit au fait de venir en tant que touriste, soit venir s'installer en Russie, je pense que cette vidéo va beaucoup vous intéresser, puisque Kalouga et entre autres sa région font partie des régions pilotes concernant l'accueil privilégié de ce qu'on appelle les impatriés, c'est-à-dire les gens qui ont du talent et que la Russie veut attirer sur son territoire. Je parle entre autres de tout ce qui est ingénieurs, entrepreneurs, investisseurs, sportifs, étudiants talentueux, gens qui travaillent dans l'industrie créative, etc. Si vous avez un profil comme ça et que vous êtes intéressé par le fait de venir vous installer en Russie,
allez regarder cette vidéo, ça vous permettra d'en savoir un peu plus et de voir où vous pouvez potentiellement vous installer en dehors des grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 20h heure de Paris pour le prochain Direct hier Stream, samedi 19h heure de Paris sur TV ADP pour l'heure géopolitique et dimanche prochain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, portez-vous bien.